on a une plateforme d'analytique RH et André, c'est vraiment la tête pensante derrière tout ça. Si vous faites un petit peu de recherche, là, vous allez voir qu'assez rapidement, vous allez tomber sur André quand vous regardez pour l'analytique RH au Québec, que ce soit des podcasts, des webinaires, des blogs. Donc, ça va être nos deux personnes aujourd'hui qui vont vous présenter le webinaire. Donc, Syntel, et là, je passe très rapidement cette slide-là. Qui on est? Il faut savoir qu'on est une firme de BI depuis 30 ans, mais il y a 10 ans, avec André, justement, et son équipe, on a parti la branche Cara. Et la branche Cara, c'est vraiment du BI et de l'analytique qui sont spécifiques au RH. Et dans ça, il y a quatre services. Donc, il y a la formation. Dans tous les mois, on donne des formations pour les RH. On fait de la formation spécialisée aussi, personnalisée en entreprise. On a l'accompagnement pour une entreprise qui voudrait se lancer en analytique RH, qui ne sait pas par où commencer, on fait ça. On a des services d'analyse de données. Donc, un département de RH qui a collecté beaucoup de données à travers les années, qui est un peu assis sur cette donnée-là, qui ne sait pas quoi en faire, qui n'a pas nécessairement les ressources pour l'interpréter. Bon, on a une équipe qui peut venir et vous aider aussi pour aller chercher de l'information à partir de ces données-là. Et finalement, comme je vous disais, on a la plateforme d'analytique RH, qui est une plateforme SaaS, qui va évidemment aller chercher de l'information dans tous vos systèmes RH, vous les ramener dans un système consolidé pour vous donner des tableaux de bord, des rapports, et vous allez avoir jusqu'à 350 indicateurs standardisés selon la norme ISO 30414 pour ceux qui sont couverts par la norme, sinon c'est par les meilleures pratiques de l'industrie. Donc évidemment, on a eu la chance à travers les années de travailler avec plusieurs clients, donc vous avez une liste rapide ici. Donc, pour aujourd'hui, parce qu'on se le fait demander souvent, vous allez avoir la présentation, inquiétez-vous pas. Le vendredi, on va vous envoyer un courriel. Vous allez avoir une copie des slides avec aussi un enregistrement de notre présentation d'aujourd'hui si vous voulez l'écouter ou la partager avec vos collègues. Puis, tout de suite après le webinaire, tout à l'heure, vous allez avoir aussi un courriel d'un sondage. Ça prend à peu près 2 minutes. C'est très rapide. Si vous avez le temps, on vous encourage à le remplir parce que c'est avec ça que ça nous donne une idée si les sujets sont intéressants. Si vous avez des idées, les choses appréciées, appréciez moins, c'est ça qui nous guide, nous, à toujours s'améliorer dans nos webinaires. Le prochain webinaire, parce qu'on est dans une série, je vais y revenir tout à l'heure. Notre prochain webinaire sera le 24 novembre. Il va traiter toujours de l'analytique RH, mais cette fois-là, on va parler plus d'analytique prédictive, donc d'identifier les employés qui sont à risque de quitter dans votre entreprise. Et comme je dis, on donne la formation. Donc, nos deux prochaines formations, une en novembre et une en décembre. Les deux sont éligibles pour ceux d'entre vous qui seraient membres de l'Ordre des CRHA pour avoir des crédits d'éducation continue. Donc, celui qui va être en novembre, c'est bâtir son business case. Lui, est vraiment ne touche pas qu'à l'analytique RH, c'est vraiment de façon générale. Donc, si vous avez un projet RH à l'interne que vous devez vendre à votre haute direction, par exemple, c'est un cours qui va adresser ça, comment vendre un projet à l'interne. Mathieu, tu es muté. Mathieu, on ne t'entend pas. Merci beaucoup. Est-ce que je suis revenu? Oui, tu es revenu. Oui, OK. Je vais demander aux gens, si les gens qui nous écoutent pourraient se mettre sur mute, s'il vous plaît, on entend des gens qui parlent. Ça va peut-être régler le problème. Merci beaucoup. Donc, je disais qu'on est, ce webinaire-là s'inscrit dans une série de 4 webinaires. C'est le deuxième de la série. Donc, celui qu'on a fait le mois passé s'adressait vraiment, là, le but était vraiment d'établir les bases pour bien comprendre la grande démission, d'où ce que ça vient, parce que les 4 webinaires vraiment touchent le thème de la grande démission. Donc, on a mis les bases. Aujourd'hui, on va vous parler d'être à l'écoute de ces employés, spécifiquement les sondages. Ensuite de ça, le mois prochain, on va s'attaquer aux prédictifs, comment prédire les gens qui sont à risque de quitter. Et finalement, en décembre, on va faire une synthèse de tout ça et possiblement une table ronde aussi. Donc, si vous êtes intéressé, il y a Gauthier, mon collègue, qui devrait vous mettre là, les liens pertinents pour ces événements-là. Et juste avant que je laisse la parole à ma collègue Claudia et qu'on saute dans le vif du sujet, je vous fais juste une petite synthèse de ce qu'on avait vu en septembre, finalement, au webinaire précédent pour vous donner une idée d'où ce qu'on arrive et comment tout ça s'inscrit ensemble. Donc, la grande démission, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est assez simple. Je suis sûr que vous avez déjà entendu le terme, vous aussi. La grande démission, ça vient du terme américain, The Great Resignation, qui lui-même a été emprunté là, de l'expression de Great Depression des années 1929, la grande dépression. Et
l'idée là-dedans, c'était vraiment de faire un parallèle entre les deux situations qui sont assez uniques, qui se produisent une fois par plusieurs générations, même si on est aux inverses. Hein. En 1929, on avait beaucoup de travailleurs, pas beaucoup d'emplois. En 2021, on a le problème complètement inverse, où on a beaucoup de postes à combler avec pas beaucoup de travailleurs qualifiés. Donc, nos 4 webinaires adressent exactement ce thème-là. Ce qu'on a abordé dans notre dernier webinaire, c'était que au départ, si on veut s'attaquer à ça, à la pénurie de main-d'œuvre, aux gens qui quittent notre entreprise, c'est qu'il faut avoir un bon portrait de ce qui se passe dans nos entreprises. Il faut évaluer le taux de roulement. Il faut creuser, investiguer, pas juste avoir un taux général, mais savoir c'est quoi les facteurs qui sont la raison de ce roulement-là. Identifier les groupes. Mathieu, t'es muté. Mathieu, t'es muté. Oui, je suis revenu. Oui, m'entendez-vous? Oui. Oui, OK, parfait. Désolé. Donc, l'idée étant vraiment de dresser un portrait le plus précis possible pour comprendre le taux de roulement dans votre entreprise, comment ça se passe, d'où ce que ça vient et où sont les points faibles. Une fois qu'on a bien fait ça dans le webinaire, la deuxième chose qu'on a faite, c'était d'identifier les leviers. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je ne passez pas toutes ça en détail. Vous pouvez revoir le webinaire si vous l'avez manqué. On avait évidemment la rémunération étant un levier qui est limité, mais qui en est quand même un. Le cheminement de carrière, les formations de développement. On sait par exemple que les milléniaux, par exemple, sont moins réceptifs à l'argent, beaucoup plus réceptifs au développement personnel ou à la prise de responsabilité ou la fierté de l'appartenance à la culture de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on a identifié. Et là, aujourd'hui, vraiment, maintenant qu'on est bien en contrôle de ce qui est de la situation dans notre entreprise, quand on comprend bien, la deuxième étape, c'est d'aller sauter nos employés pour être à leur écoute, savoir ce qu'eux s'attendent, qu'est-ce qu'ils veulent. Et sur ça, je te passerai la parole, Claudia, pour que tu puisses directement nous instruire. Oui, donc je vais prendre la présentation de l'écran. Mathieu, tu pourras me confirmer si tout fonctionne bien. Oui, ça fonctionne. C'est bon? Super. Donc, effectivement, pour faire du pouce sur ce que Mathieu disait, donc au cours du premier webinaire sur la grande émission au mois de septembre, on a abordé beaucoup les indicateurs de performance RH. Donc, ici, vous voyez le continuum de l'analytique qui met un peu en lumière, là, un peu une gradation de difficulté, si on veut, ou qu'est-ce qu'on fait quand on veut progresser dans l'analytique RH, par exemple. Donc, au mois de septembre, on aura abordé beaucoup les métriques, le benchmark, les tableaux de bord. On est encore dans la description de la situation. Qu'est-ce qui se passe dans notre entreprise? On est dans le quoi. Aujourd'hui, on va parler du sondage, comme vous voyez, qui fait aussi partie du continuum de l'analytique, donc qui fait encore partie de la description. La différence ici, c'est qu'on va parler plus de données qualitatives, donc de mots, plutôt que de données quantitatives, de chiffres, comme des indicateurs de performance RH. Puis on parle même souvent de la donnée de sondage comme de la donnée qui est active plutôt que passive. Donc, c'est important là, de penser finalement la donnée de sondage comme partie intégrante finalement de la donnée RH que vous allez rassembler. Puis de l'analyser de pair avec les indicateurs ou les chiffres, les données RH finalement que vous aurez déjà sortis ou relevés. J'essaie de changer. OK. Donc, aujourd'hui, on va passer à travers ce contenu-là. On va passer à travers, finalement, différentes étapes là, pour construire ou mettre en place un sondage. Vous allez voir, je vais aborder beaucoup le sujet, finalement, de la mobilisation parce que c'est un sujet qu'on parle beaucoup, justement, quand on veut s'assurer de rétentionner nos employés actuels dans le cadre là, du contexte économique, de la grande démission, etc., là, qui se passe en ce moment. Donc, vous allez voir que je vais utiliser beaucoup l'exemple de la mobilisation. On va passer à travers ces étapes-là de construire un sondage, donc rédiger le contenu, nos questions, tout ça, diffuser le sondage, évidemment, analyser nos résultats. Donc, on va essayer de vous présenter là, des exemples de rapports, quels indicateurs est-ce qu'on peut analyser, puis finalement, qu'est-ce qu'on fait après avec toute cette information-là qu'on va avoir récoltée. Donc, commençons par la rédaction du sondage. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Quelles questions on devrait se poser quand on commence? Donc,
D'abord, il faut se demander qu'est-ce qu'on sait déjà. Donc, je reviens encore là une fois. Peut-être que vous avez déjà fait une première analyse de vos données RH que vous avez à l'interne, peut-être que, ou peut-être pas. Donc, il faut vous demander si avec votre sondage, est-ce que votre intention, c'est de faire un premier portrait général de ce qui se passe dans votre organisation ou au contraire, est-ce que vous avez déjà identifié des enjeux spécifiques sur lesquels vous voulez aller chercher plus d'informations? Donc, première chose à faire. Ensuite, se demander aussi, dans votre démarche de sondage, est-ce que vous allez vouloir monter un sondage que vous allez vouloir réadministrer dans le temps, donc que vous allez vouloir refaire plusieurs mesures pour pouvoir comparer vos résultats et suivre votre évolution. Donc, ça, c'est important à savoir. Puis finalement, bien évidemment, qui va être visé par notre sondage, de qui on veut avoir de l'information. Il existe différents types de sondages. Donc, votre sondage va peut-être être un sondage un peu plus classique, par exemple, de mobilisation, comme on voyait un peu plus avant, une fois par année, un très long sondage. Par contre, de plus en plus, on remarque là, que la tendance, puis pour le niveau pratique de la chose, vous allez voir au travers de ma présentation, je vais l'aborder, là, mais c'est beaucoup plus pratique de faire des mesures plus régulières. Donc, il y a différents types de sondages qui existent. On parle beaucoup du pulse, des plus petits sondages plus régulièrement, mais aussi des sondages qui vont être attachés à des moments clés que les employés vivent ou à des événements d'entreprise. Par exemple, si vous effectuez des changements importants, ça peut être intéressant d'aller faire rattacher finalement des sondages là, pour suivre l'évolution puis l'implantation des initiatives que vous avez. Donc, différents types de sondages, différentes manières d'aller sonder les employés qui peuvent être prises en compte puis considérées. Donc, quand on veut rédiger notre sondage, évidemment, il faut bien identifier ce qu'on veut mesurer, ce qu'on veut aller, le thème finalement sur lequel on veut aller chercher de l'information. Une fois que vous avez choisi ou que vous avez identifié assez clairement ce que vous voulez mesurer, par exemple la mobilisation, bien là, c'est le temps de faire vos recherches. Essayez d'aller identifier des concepts théoriques qui sont liés à votre sujet. Ça va devenir des thèmes que vous allez mesurer dans votre sondage. Donc, par exemple, dans la mobilisation, on peut penser au thème de la communication, la relation avec les collègues, la relation avec le gestionnaire, la satisfaction envers les conditions de travail. Tous ces genres d'éléments-là vont devenir vos thèmes que vous allez mesurer dans votre sondage. Ensuite, vous allez être prêt à rédiger des questions. Donc, pour chacun de vos thèmes, vous allez avoir besoin finalement d'aller rédiger différentes questions qui vont essayer de cerner l'ensemble des thèmes que vous avez identifiés. Ici, c'est important de savoir que parfois, on se creuse la tête là, à essayer de rédiger des questions compliquées, trouver nos propres formulations. Faites aussi des recherches là, sur les énoncés qui peuvent avoir été déjà testés. Donc, il arrive là, que certains chercheurs vont travailler là, justement sur le sondage à essayer de valider là, quels énoncés sont plus efficaces que les autres, lesquels sont mieux compris, etc., etc. Donc, si vous réussissez à trouver des énoncés là, qui ont été bien vantés, si on veut, dans la littérature, bien, vous êtes libre là, de les utiliser. Là. Donc, ce n'est pas nécessaire toujours de réinventer la roue à ce niveau-là. Aussi, il faut prendre en compte, évidemment, que tous les thèmes ne sont pas toujours pertinents pour tous les employés. Là. Par exemple, quand on parle de mobilisation, il peut y avoir certains éléments ou certains facteurs de mobilisation qui ne vont pas toucher tous les employés. Par exemple, là, la satisfaction envers tout le matériel de travail, etc. Bon, ben, ça peut être différent pour certains employés. Fait qu'il faut penser à soit réduire les questions au dénominateur commun, donc s'assurer que toutes les questions vont être applicables pour notre bassin d'employés qu'on veut sonder. Ou sinon, ben, peut-être que si les contraintes sont trop grandes, ben, peut-être que vous allez avoir besoin de produire différentes versions de votre sondage. Donc, c'est quelque chose qu'il faut évaluer là, quand on fait la création de notre sondage. Je vous ai listé quelques pièges à éviter ou quelques trucs finalement pour s'assurer que nos questions vont être assez efficaces. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive là, des pièges et tout ça, mais c'est ceux-là qui me paraissaient là, le plus fréquent.
Donc, l'important, c'est d'être capable de créer de viser finalement une formulation la plus simple possible, s'assurer qu'elle est la plus claire possible, puis que les gens ne se poseront pas des questions ou douteront pas quand ils vont lire la question. Donc, assurez-vous pour ça de toujours aborder un seul sujet par question. Par exemple, si vous demandez la relation avec mes collègues de travail et avec mon superviseur est-elle agréable? Bon, bien là, dans cette question-là, ce serait un bon exemple où est-ce qu'on aborde deux thèmes. Peut-être que la relation est agréable avec les collègues, mais pas avec le superviseur. Donc là, évidemment, bien là, le répondant va avoir de la difficulté à choisir à quelle partie de la question est-ce qu'il va répondre. Donc, s'assurer finalement qu'on aborde un seul sujet à la fois. Éviter les questions trop longues avec trop de mise en contexte. Éviter aussi les négations là, qui pourraient porter à confusion, surtout là, si le répondant, des fois, ont tendance là, à lire un peu rapidement les sondages. Donc, s'assurer vraiment qu'on va à la plus simple expression là, de notre énoncé. Ensuite, éviter les questions avec un biais de désirabilité sociale important. Ça, c'est important, là, c'est assez... ça peut arriver, là, si vous avez des sujets peut-être un peu plus sensibles sur lesquels vous voulez sonder. Là, je vous donne un exemple facile, là, mais si on demandait, par exemple, il m'arrive d'accomplir des tâches personnelles sur les heures travaillées, bon, ben peut-être que vous n'aurez pas, si on demande aux répondants, est-ce que ça t'arrive, oui ou non, ou parfois, peut-être que la personne ne répondra pas très honnêtement là, parce que c'est bien que c'est dans les attentes de l'employeur, on s'attend à ce que l'employé travaille bien sur ses heures de travail. Donc, c'est un exemple assez simple, là, mais c'est bon de se poser la question, est-ce que les gens vont être à l'aise finalement là, avec la réponse? Est-ce qu'ils vont se sentir libres là, de répondre vraiment avec honnêteté finalement? Aussi, ce qu'on voit le plus souvent dans les sondages, c'est des situations où on donne un énoncé à la première personne du singulier, puis on demande aux répondants à quel point êtes-vous d'accord avec cet énoncé-là. Donc, je peux reprendre mon exemple là, de biais de désirabilité sociale. Il m'arrive d'accomplir des tâches personnelles sur les heures de bureau. Est-ce que je suis tout à fait en désaccord? En désaccord? Je ne sais pas. D'accord ou tout à fait en accord. On appelle ça une échelle de Likert. On voit ça très souvent dans les sondages, puis je voulais faire un point là-dessus parce que dans la littérature, il y a deux écoles de pensée. Est-ce qu'on utilise une échelle de réponse paire ou impaire? Finalement, là, les chercheurs s'alignent pas mal pour dire que c'est très important d'utiliser une échelle de réponse impaire. Donc, de donner aux répondants la possibilité de répondre un choix neutre, soit ça ne s'applique pas à moi ou je ne sais pas. Très important parce que ça va permettre, là, si on force une réponse, là, on pourrait avoir des réponses qui sont, encore une fois, pas honnêtes ou pas juste, finalement, qui n'est pas fiable. Donc, ça peut là, avoir un grand impact sur les résultats puis l'analyse de nos résultats de sondage. Donc, très important à considérer. Ensuite, un petit point un peu plus psychologique, si on veut. Je trouvais intéressant de le mentionner là, dans un texte que j'ai lu récemment. Là, on disait que de poser une question, c'est déjà de semer une réflexion. Donc, quand déjà poser la question à quelqu'un, ça peut faire en sorte que cette personne-là va modifier son comportement. Donc, si on prend une question du style est-ce que vos comportements s'alignent avec les valeurs de l'organisation? Bon, bien déjà, de poser cette question-là au répondant, s'il estime que oui, ces comportements s'alignent avec les valeurs de l'organisation, ça crée un engagement, un renforcement et ça va entraîner finalement la personne à respecter cet engagement-là, puis effectivement s'assurer que ses comportements s'alignent avec la vision, les valeurs de l'organisation. Si au contraire, la personne a répondu non, bien là, ça peut susciter la réflexion, puis ça peut engendrer une modification du comportement. Donc, la personne va être plus alerte là, finalement à ce thème-là dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis ça peut faire en sorte que ça modifie le comportement de l'employé. Donc ça, je trouve que c'est un élément intéressant quand même à considérer quand on fait un sondage, là, à garder en tête peut-être. Finalement, mon dernier conseil pour la rédaction, la création d'un sondage, ce serait de mettre votre sondage à l'épreuve.
selon moi, c'est important là, d'organiser peut-être une pré-prise de mesure avec un petit groupe que après, vous allez pouvoir aller chercher du feedback finalement de ce petit groupe-là. Donc, vous allez pouvoir leur demander si les réponses justement étaient claires, s'ils ont vu des redondances dans les questions. Si c'est le cas, peut-être qu'il y a des questions qui ont moins bien été comprises, s'ils ont eu le sentiment là, de répondre 2 fois la même question. Est-ce que le sondage était trop long? Est-ce que le sondage était trop en surface? Peut-être que les gens vont trouver que que c'est beaucoup trop haut niveau puis que vous n'abordez pas vraiment des sujets intéressants là, pour eux. Donc, c'est tous des commentaires et des questions là, à leur poser, des choses à prendre en considération. Finalement, bon, mais évidemment, vous allez pouvoir comparer là, la compréhension que ces répondants-là ont eue là, du même sondage. Peut-être que ça va vous amener à faire des changements, des ajustements là, dans votre sondage. Puis d'ailleurs, c'est très important, surtout si vous souhaitez finalement faire plus qu'une prise de mesure sur ce sondage-là, puis évaluer votre évolution dans le temps. Si on veut évaluer notre évolution dans le temps, c'est important que les questions ne changent pas en cours de route là, dans notre temps de mesure 2, 3, 4. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est bien important là, de le tester une première fois puis déjà d'attraper peut-être des choses qui pourraient être à ajuster. Puis finalement, bien, ça va vous permettre aussi de justement noter le temps de réponse que ça prend là, à votre petit groupe test là, pour répondre au sondage. Ensuite, une fois que notre sondage est prêt, on va être prêt à le diffuser, l'envoyer, à inviter les gens à répondre à notre sondage. Donc, encore une fois, il faut se remettre en contexte qui doit répondre au sondage. Est-ce que c'est toute l'organisation? Est-ce que c'est un certain groupe d'employés? Donc, important de se remettre dans ces questionnements-là parce qu'on doit se demander comment est-ce qu'on va leur envoyer notre sondage, comment est-ce qu'on va leur partager. Donc, si tout le monde a un courriel professionnel, généralement, c'est la meilleure solution. La meilleure façon de faire, on leur envoie là, un lien vers un sondage qui va être évidemment en ligne, qu'on aura monté. C'est ce qui est plus simple, autant pour le répondant de répondre au sondage, autant pour nous de récolter les données. Par contre, il arrive encore là aujourd'hui, évidemment, que certains employés n'ont pas d'adresse courriel professionnelle. Parfois même, ils ne nous ont pas partagé leur courriel personnel. Donc, ça peut être un enjeu pour certaines organisations. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. Les employés qui sont sur le plancher, dans une usine, sur la route, dans le domaine du transport, dans le commerce de détail, comment on fait pour les rejoindre? Puis ça peut être quoi la meilleure solution? Pensez toujours que informatiser, c'est toujours plus facile là, après ça d'aller faire notre analyse. En format papier, c'est pas mal la dernière option. C'est beaucoup plus long de colléger nos résultats. Mais parfois, là, ça peut être la seule solution encore là, pour s'assurer que tout le monde puisse répondre au sondage. Déjà, des trucs pour maximiser notre taux de participation. Ça va être important de le considérer tout de suite quand on va communiquer justement là, le sondage aux employés. Donc, s'assurer que l'objectif du sondage est bien communiqué, que les gens comprennent pourquoi ils doivent prendre le temps de répondre à votre sondage. Vous assurez évidemment que c'est le bon moment pour vos répondants. Indiquez clairement jusqu'à quelle date est-ce qu'ils ont la possibilité de remplir le sondage. Assurez-vous d'avoir la possibilité aussi de faire des rappels aux gens qui n'ont pas encore participé, là, donc en cours de route. Puis, évidemment, demander la contribution des gestionnaires. Donc, eux aussi peuvent recommuniquer l'objectif, s'assurer que leur équipe est au courant, qu'elles ont tout ce qu'il faut pour répondre au sondage. Éviter les sondages trop longs aussi, évidemment. Je l'ai déjà abordé un petit peu plus haut. Mais un sondage long, là, c'est assez contraignant pour le taux de participation. En fait, ça peut faire en sorte que certaines personnes vont abandonner en cours de route là, la réponse au sondage ou sinon, bien, ils vont carrément choisir de ne pas participer au sondage quand ils vont voir que ça prend, par exemple, 30 minutes à remplir. Donc ça, si on peut éviter des sondages très longs, c'est recommandé. Puis finalement, dans le cas d'un sondage de mobilisation, il y a la confidentialité aussi qui est un facteur important là, du taux de participation. Donc, j'aimerais faire une parenthèse un petit peu sur ce sujet-là.
comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre sondage soit confidentiel pour l'employé et surtout que l'employé ait vraiment, qu'il se sente protégé là-dedans, si je peux dire ça comme ça. Donc, qu'il sente que ces réponses-là ne seront pas lues de façon individuelle et qu'il ne pourra pas être identifié. Mais tout en s'assurant pour nous, du côté de l'analyse des résultats, qu'on va pouvoir aller analyser nos résultats avec plus de précision que seulement un portrait pour l'ensemble des répondants. Donc, l'objectif, c'est d'être capable d'aller analyser nos résultats pour certains groupes spécifiques de notre organisation, certains départements, certaines équipes peut-être. Donc, comment on fait pour réconcilier les deux? Souvent, c'est présenté ça aussi comme un dilemme là, dans la littérature où est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on devrait inclure des questions démographiques dans notre sondage ou pas? Donc, quand on parle de questions démographiques, c'est par exemple justement demander aux répondants d'identifier dans quel département ils travaillent, quel type de poste ils occupent, quelle tranche d'âge il est, ça fait combien de temps qu'ils travaillent pour l'entreprise, ce genre de questions-là. Donc, est-ce qu'on devrait les inclure ou pas? Les pour, c'est que ça va vous permettre d'avoir une meilleure profondeur d'analyse, donc de mieux identifier des leviers, d'identifier avec plus de précision sont où les insatisfactions, puis en même temps, ça va vous permettre de mieux déterminer les actions à poser. Les contre, c'est que le questionnaire, évidemment, va s'allonger et aussi le participant va avoir le sentiment là, que la confidentialité pourrait être beaucoup plus facilement brimée. Là. Donc, votre participation risque de diminuer. Puis aussi, le répondant pourrait soit avoir envie justement de ne pas répondre au sondage ou répondre au sondage, mais avec encore une fois une réserve. Là. Bon, si je réponds que je ne suis pas satisfait du leadership dans mon équipe, là, est-ce que quelqu'un va pouvoir identifier ma réponse? Est-ce qu'il pourrait y avoir des situations délicates, etc., etc.? Donc, c'est quand même un pensée du bien. Il faut savoir que le meilleur des deux mondes peut exister. Aujourd'hui, il y a moyen, par exemple, en utilisant une application d'analytique RH avec un module de sondage qui serait intégré, d'avoir le meilleur des deux mondes, finalement. Donc, dans ce cas-là, c'est que le sondage serait administré par une tierce partie, l'application d'analytique RH, ce qui permet, en fait, là, déjà d'accéder aux données démographiques. Donc, l'application, pour vous donner des indicateurs, a déjà accès à la classification, si on veut, des employés dans l'entreprise. Et c'est aussi cette application-là qui va se charger d'envoyer un lien de réponse personnalisé au répondant. Donc, ce que ça fait, c'est que le répondant, le sondage finalement est anonyme pour lui. Il n'y a pas besoin de répondre à ces questions démographiques-là. Aucune identification n'est requise. Et c'est l'application qui se charge finalement de faire le lien entre la réponse et les données démographiques. Ce que ça donne comme résultat, c'est que le répondant peut répondre avec un sentiment de confidentialité qui est augmenté. Et de l'autre côté, l'administrateur du sondage, la personne qui va analyser les résultats, peut forer dans les données lorsqu'il va analyser les résultats du sondage. Justement, parlons-en un peu de l'analyse des résultats du sondage. Je vais vous présenter quelques exemples de rapports. Puis, je vais ensuite laisser la parole à André qui va vous présenter un peu plus en détail quels indicateurs peuvent être importants là, de relever là, de nos sondages. Quelques pratiques qui sont intéressantes à mettre en place finalement dans vos rapports de sondage. La première, j'en ai déjà parlé, c'est de pouvoir forer dans vos données. Donc là, comme vous voyez ici dans cet exemple-là, vous voyez un exemple d'une page d'un rapport de sondage où on verrait notre taux de participation, très important, un taux de mobilisation. Puis là, vous voyez aussi quelques indicateurs là, qui étaient inclus dans ce sondage-là. J'attire votre attention sur la section de droite, là, où est-ce qu'on peut appliquer des filtres. Par exemple, ici, j'analyse seulement mon sondage de mobilisation que j'ai fait en octobre 2020. Si j'applique des filtres, par exemple, ici, vous voyez, j'ai appliqué un filtre qui me permet de voir les réponses seulement de mes employés qui sont situés en Alberta. Donc, déjà là, on voit que les résultats sont assez différents. Mon taux de participation est complètement différent. Mon taux de mobilisation a diminué un peu aussi par rapport à l'ensemble de l'organisation. On voyait 60,3 % je pense, tantôt. Donc, vous voyez à quel point c'est essentiel de pouvoir faire cette différence-là.
On parlait beaucoup de confidentialité tantôt. Il faut savoir que quand on veut être capable de forer dans nos résultats, dans nos rapports, c'est aussi important de respecter ce qu'on appelle la loi du petit nombre. Donc, évidemment, notre objectif, c'est pas plus d'identifier exactement qui a répondu quoi. Même si on est la personne qui va analyser le résultat, ce ne serait pas vraiment éthique là, de faire ça. Surtout dans un cas où on a assuré aux répondants qu'il y aurait la confidentialité de ces réponses. Donc, la loi du petit nombre, c'est en fait une règle qui nous permet de dire, quand j'applique finalement des filtres dans mon rapport, si le groupe que j'ai sélectionné comprend moins de 5 ou parfois moins de 10 personnes, on n'affiche aucun résultat pour s'assurer qu'on ne puisse pas deviner qui a répondu quoi. Ensuite, c'est important de pouvoir se comparer à l'interne. Ici, je vais passer un peu plus vite. J'attire votre attention sur le tableau en bas à droite. En fait, ici, c'est une fonctionnalité qui nous permet justement de forer dans nos données, donc d'analyser thème par thème, mais aussi chacun des énoncés individuellement. Puis aussi où on peut voir finalement comparer la valeur d'un groupe. Ici, je compare mes nouveaux employés qui ont moins d'1 an d'ancienneté avec la valeur globale de toute l'organisation. Donc, 2 façons de forer dans les données. Puis finalement, pouvoir se comparer dans le temps. Donc, c'est important, si vous faites un sondage de mobilisation, de vous assurer que vous serez en mesure de comparer vos résultats et de voir si les actions ou les initiatives que vous mettez en place, si elles ont un effet. C'est une façon là, de le voir avec l'évolution du taux de mobilisation qui peut être, comme on le voit ici, légèrement en croissance. André, je te laisse la parole. Oui, je vais juste m'assurer que je suis rendue à la bonne place dans ma présentation. Voilà. Voilà. Fait que vous m'avertissez quand on voit. Non, tu ne le sauras pas, hein? Ça sent bien. Ben oui, je vois ce que tu prévois. Tu vois, là? Vous voyez? Parfait. OK, fait que je vais regarder à gauche, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous regarder, c'est rien que ma présentation est sur l'autre écran. D'accord. Le premier indicateur qu'on a d'un sondage de mobilisation, habituellement, c'est le taux de mobilisation. Okay? Le calcul du taux de mobilisation, il est fonction du sondage que vous utilisez. Donc, le calcul, ce taux de mobilisation-là est pour ce sondage-là. Donc, si vous utilisez un autre sondage, le taux de mobilisation risque d'être différent, puis vous ne pourrez pas comparer alors vos 2 taux de mobilisation, là, étant donné qu'ils ont été faits sur des sondages différents. Ce qui est important de faire, c'est de vraiment suivre l'évolution de votre taux de mobilisation dans le temps. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si vous faites un sondage aux 2 ans puis que vous avez un taux de roulement très élevé, bien, les gens qui ont répondu au sondage la 2e fois ne seront pas les mêmes qui ont répondu la première fois. Donc, c'est difficile de voir si on s'est vraiment amélioré au niveau de nos pratiques. Ce qui est important de faire avec un taux de mobilisation, c'est de regarder ça sur le long terme, mais avec des mesures régulières aussi, si on veut vraiment suivre l'évolution. Aussi, ce qui est important de faire avec notre taux de mobilisation, c'est de voir si on croise notre taux de mobilisation avec d'autres indicateurs RH et de voir s'il y aurait des corrélations. Donc, que ce soit avec l'absentéisme, le roulement, les taux de promotion ou encore les heures de formation par employé, c'est important de pouvoir croiser cette information-là et peut-être commencer à déceler des corrélations et à ce moment-là, peut-être utiliser des outils statistiques plus poussés pour vraiment faire des régressions et s'assurer de bien comprendre ce qui se passe dans notre sondage. Aussi, en segmentant bien notre taux de mobilisation puis en utilisant des analyses statistiques un peu plus poussées, bien, il est possible pour l'organisation de monter un persona d'un employé mobilisé et un persona d'un employé non mobilisé, puis d'agir un peu comme on le fait en marketing, puis d'être capable de mieux cibler nos programmes d'amélioration de mobilisation à ce moment-là. Fait que premier indicateur, le taux de mobilisation. Le deuxième, c'est le taux de participation. Bon, le taux de participation, c'est un indicateur de mobilisation en soi. Il y a des études qui ont démontré que quand un employé ne répond pas
à 2 sondages de mobilisation de suite, là, il y a une probabilité de quitter l'organisation dans les 6 mois suivants 2,6 fois plus élevée qu'un employé qui répond. Donc, que quelqu'un ne réponde pas à un sondage de mobilisation, donc si vous avez des taux de participation bas, ça veut peut-être dire aussi que l'engagement dans votre organisation est bas. Ce qui est important aussi d'avoir avec notre taux de participation, c'est qu'il soit assez élevé pour que notre sondage soit assez précis. Donc, qui représente vraiment la population là, qu'on veut étudier. Puis, j'ai fait un petit exemple ici, là, pour avoir une précision de sondage de 95 on a une formule de calcul, nous, qu'on utilise, là, et si vous avez une organisation de 25 employés, bien, pour avoir une précision de 95 il faut avoir un taux de participation de 94 ce qui veut dire là, autour de 23 personnes qui répondent. Fait que si vous voulez que votre sondage veut vraiment dire ce qui se passe dans la vraie vie chez vous, si vous êtes une petite organisation, il faut vraiment que vos taux de participation soient élevés. Quand on est 50 employés, là, 88 ça donne autour de 44 personnes. Fait que vous voyez, là, le taux de participation est aussi important là, que le taux de mobilisation en soi. Fait qu'il ne faut pas le négliger là, dans les indicateurs. Un autre indicateur qui ne fait pas nécessairement l'unanimité, mais qui peut être comparé d'une organisation à l'autre parce que c'est la même question qui est posée à tout le monde, c'est le taux de recommandation employeur. Ou en anglais le Employee Net Promoter Score. Ça, cette mesure-là nous vient du marketing et dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on pose une seule question à notre équipe et on leur demande, seriez-vous prêt à recommander notre organisation comme employeur? Et là, on doit utiliser une échelle de 0 à 10. Et c'est bien important d'utiliser une échelle de 0 à 10 pour être en mesure ensuite de se comparer là, avec d'autres organisations. On pourrait avoir là, 0 à 6, c'est des gens qui sont des détracteurs dans votre organisation, 7 à 8 des passifs et 9-10 des promoteurs. Et là, la formule de calcul, je l'ai mis là, c'est qu'on prend les promoteurs moins les détracteurs et on divise par le nombre de répondants. Ce que ça veut dire, le taux de recommandation employeur, c'est qu'il peut varier entre moins 100 et plus 100. Donc, quelqu'un qui aurait un score entre moins 50 et moins 100, là, ça ne va pas bien. C'est très, très mauvais. 0 à moins 50, ce n'est pas très bon non plus. 0 à 10, ça commence à être acceptable. Aussitôt qu'on passe le 0, c'est qu'on a plus de promoteurs que de détracteurs. Fait que c'est déjà ça. 10 à 30, c'est bon. Puis au-dessus de 30, bien, ça devient excellent. Juste une petite parenthèse, dans le baromètre RH de l'Ordre des CRHA, il est possible là, d'utiliser le taux de recommandation employeur. Donc, la plateforme permet à votre organisation là, de créer un lien de sondage que vous l'envoyez à vos employés qui répondent à la question et on fait le calcul pour vous et vous êtes capable de vous comparer. Fait que voilà pour le taux de recommandation employeur. Maintenant, Claudia parlait, là, ce qui est le fun de faire avec la donnée de sondage, c'est de la croiser avec autre chose, les autres indicateurs que vous avez. Puis là, je voulais juste vous montrer un exemple. Là. On a ici là, une vice-présidence avec différentes directions en dessous d'elle. Et là, on vient comparer les indicateurs de mobilisation, donc le taux de recommandation employeur là, qui est assez élevé dans une des directions, on a 50 et 22. Les taux de mobilisation aussi sont très élevés. Et quand on regarde les autres indicateurs, le taux de roulement est à 0 et le taux de mobilité interne, donc les gens qui changent de poste, mais à l'intérieur de l'organisation, que ce soit par promotion ou transfert, est quand même élevé. Là. Quand on a des taux de mobilité autour de 10-20 c'est quand même bon dans une organisation. Et là, on voit que vraiment, ces deux divisions-là, ces deux directions-là, la mobilité est élevée, puis la mobilité est élevée aussi. La mobilisation est élevée, la mobilité est élevée. Contrairement à l'autre, les deux autres, où là, on s'aperçoit que notre recommandation employeur est dans le négatif et que nos taux de mobilisation sont ordinaires. Puis là, on voit la mobilité n'est pas terrible.
Et le roulement aussi est déjà beaucoup plus élevé, quoique pas très élevé. Là, quand on a un roulement annuel de 6 je pense que c'est quand même bien, mais il y a quand même du roulement là, dans ces directions-là. Donc, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que c'est le fun quand on peut faire ça, là. Quand on peut prendre nos indicateurs de mobilisation, les comparer avec d'autres indicateurs dans l'organisation, ça peut peut-être nous donner des pistes d'analyse plus poussées. D'autres indicateurs que je voulais vous parler rapidement, ce sont les indices. Moi, j'aime beaucoup les indices. On crée un indice, c'est un indicateur composite. Donc, on vient chercher différents indicateurs et on les met ensemble pour obtenir un super indicateur, si on veut. Et j'ai un indicateur ici, un indice de mobilisation, OK? Pas le taux de mobilisation qui vient de notre sondage, pas seulement ça, mais qu'on viendrait créer un indice de mobilisation où on viendrait chercher, oui, le taux de mobilisation qui provient de notre sondage, mais le taux de rétention de nos employés, le taux de mobilité interne, le taux de présence au travail, donc l'inverse de l'absentéisme, là, si on veut, ou tout autre indicateur jugé pertinent. Puis on met ces indicateurs-là ensemble et on obtient ainsi un indice de mobilisation. Ça pourrait être aussi utilisé dans le cas où votre organisation fait un sondage de mobilisation aux 2 ans. Tu sais, des fois, on voit ça, on fait le gros sondage aux 2 ans, mais entre ces 2 ans-là, on veut continuer à mesurer un peu notre mobilisation. Donc, on pourrait utiliser là, le taux de rétention, la mobilité interne, la présence au travail et se faire un genre d'indice composite qui serait un proxy de votre taux de mobilisation, que vous pouvez suivre ça en attendant d'avoir votre prochain sondage. Donc, on n'attend pas 2 ans là, avant de voir qu'est-ce qui se passe dans notre organisation. Un autre aussi indicateur là, qui est dérivé d'indicateurs provenant de sondages et indicateurs là, passifs de vos systèmes d'information RH, c'est la mesure de la qualité du management dans votre organisation. Donc là, on pourrait venir prendre une portion de votre sondage de mobilisation qui tient du leadership. Là. Souvent, on a un thème leadership dans notre sondage de mobilisation. Et là, bien, on pourrait prendre cette portion-là et dire, prendre le taux de satisfaction envers le leadership et venir coupler avec ça le taux de rétention des employés, la cote de performance des gestionnaires, le pourcentage d'employés qualifiés de haut performant satisfaisant, puis le taux de promotion, puis tout autre indicateur que vous jugez pertinent. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là aussi, c'est de ramener chacun de ces indicateurs-là sur 100, OK, pour avoir une base commune, pour faire un pourcentage. Donc, par exemple, ici, je prends la cote de performance des gestionnaires. Si votre cote de performance est sur 5, bien entendu qu'il faut ramener ça sur 100. Donc, si votre cote moyenne est sur 4, ça fait 80 %. OK? C'est ce qu'il faut faire. Il y a un petit peu de travail ici à faire, mais il faut ramener les indicateurs sur 100 pour obtenir un indice composite comme ça. Puis, je vais vous parler d'un autre ici, qui est l'indice de qualité d'embauche, qui est un indicateur qu'on a implanté chez plusieurs de nos clients, qui permet non seulement de mesurer si notre recrutement a fait un travail efficient, mais surtout s'il a fait un travail efficace. Parce que ce qu'on veut, c'est pas juste doter des postes en date de 30 jours puis faire ça au coût minimum. Là. Il faut aussi regarder, est-ce que les gens sont toujours là au bout d'1 an? Est-ce que les gens sont performants? Puis est-ce que les gens sont satisfaits? Donc là encore, on vient regrouper 3 indicateurs, le taux de satisfaction du nouvel employé relativement à son travail. Et ça, le taux de satisfaction pourrait être dérivé d'un sondage d'accueil que vous faites aux nouveaux employés. On vient coupler ça avec le taux de rétention à 1 an et la performance du nouvel employé, donc après sa première évaluation de performance. Avec ces trois composantes-là, ces 3 indicateurs-là, on peut obtenir un très bon indice de qualité d'embauche. Et là, je vous laisse une panoplie d'autres indicateurs un petit peu plus saugrenus qu'on peut utiliser et que j'ai vu utiliser dans des organisations. On peut regarder le pointage sur le site de Glassdoor. OK? Autant là, les commentaires négatifs versus les commentaires positifs, ça peut être vu, là, le pointage, comme un indice de mobilisation. Et là, il y en a quelques-uns d'intéressants. Le nombre d'amis dans l'organisation, le nombre de connexions à l'intérieur de l'organisation, puis le temps passé avec des gens en dehors de notre équipe de travail serait garant d'une bonne mobilisation. Le temps en présence de la haute direction pourrait être aussi
garant d'une bonne mobilisation. Et regardez le dernier, là, trop d'heures passées en meeting diminue l'engagement. On parle de fragmentation du calendrier. Je ne sais pas si vous vivez la même situation que je vis, moi, depuis qu'on est en pandémie, mais étant donné qu'on est en télétravail, là, les meetings se chevauchent. On n'a pas de temps pour travailler entre les meetings et ça a un gros effet sur l'engagement. C'est tout ce que je voulais vous dire là, sur les indicateurs de performance. Je vais repasser là, la balle à mon amie Claudia. Ça a l'air d'être beau. Oui, c'est mon micro qui n'était pas activé. Parfait. OK. OK, donc oui, là, vous l'avez vu, on a parlé, j'ai abordé beaucoup la mobilisation dans ma première partie. Par contre, avec ce qu'André vous a présenté, vous avez rapidement vu que, puis là, je vais essayer de changer ma slide, que vous allez avoir envie finalement d'utiliser ce sondage pour différents moments. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on essaie presque de couvrir finalement tout le cycle de vie de l'employé dans notre organisation. Donc, un sondage d'accueil pour s'assurer que nos nouvelles recrues ne restent pas seulement quelques semaines, une entrevue de rétention après quelques mois ou même un an de l'embauche, comment ça va, est-ce que tu as l'intention de rester avec nous, est-ce que ça te satisfait, est-ce que tu te vois évoluer dans l'organisation, des sondages sur des événements important de l'organisation. Je l'avais mentionné en début, des sondages sur des changements qui peuvent survenir, donc changement de responsabilité, changement de poste, même retour de congé plus long terme. Et même, là, évidemment, dans le contexte actuel, si on a des employés qui décident de quitter vers une autre organisation, il faut faire une entrevue de départ, s'assurer qu'on comprend bien pourquoi, finalement, l'employé a fait ce choix-là. Est-ce qu'on peut tirer des leçons, finalement, de ça pour s'assurer qu'on optimise notre rétention là, des employés qui sont toujours là, finalement. Et après, bon, simplement un petit mot, là, qu'est-ce qu'on fait après avec nos résultats de sondage? On a regardé ça en détail. Il faut savoir que le sondage, évidemment, ne remplace pas les suivis en personne. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on fait des sondages, on n'a plus besoin, finalement, là, de parler directement avec les employés. Même que s'il y a des choses qui sont encore floues pour vous, vous n'êtes pas certain des résultats, proposez aux employés d'en discuter, organiser des groupes de discussion. Ça peut être des bonnes pistes là, après ça pour faire encore un pas de plus. Ensuite, évidemment, assurez-vous de prendre le temps de présenter les résultats, les conclusions ou les conclusions, voyons, j'oublie mon mot, mais les résultats finalement aux gestionnaires, mais aussi aux répondants qui vont avoir pris le temps là, de donner leurs opinions. Donc, présenter autant les bons comme les moins bons résultats. Ça va démontrer que vous avez fait le travail de nommer, d'identifier les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer, puis aussi que vous avez identifié les points de vigilance sur lesquels vous voulez travailler. Puis, évidemment, passer à l'action. La donnée de sondage, c'est une donnée finalement qui vieillit pas tellement bien. Donc, vous avez sondé vos employés dans le temps. C'est un portrait de l'opinion qu'ils ont en ce moment, où il y a peut-être 2 semaines, par exemple. Donc, assurez-vous que ça ne vous prend pas 1 an là, à mettre tout ça en branle puis à poser action. Puis de toute façon, je pense que si vous prenez le temps de présenter les résultats, puis justement de faire le travail d'identifier les points de vigilance, vous allez avoir envie en même temps de leur présenter qu'est-ce que vous voyez comme piste de solution, puis comme initiatives qui peuvent être mises sur pied pour améliorer ces éléments-là. Donc, passer à l'action va devenir un peu plus facile aussi. En guise un peu de conclusion, je trouvais important de le mentionner. Donc, il y a certaines personnes qui disent que ne pas sonder régulièrement vos employés envoie un message clair qui est que vous ne vous souciez pas de leur opinion, finalement. Donc, je pense que ça démontre vraiment bien que les gens valorisent le fait que vous preniez le temps de leur demander ce qu'ils en pensent, puis qu'ils puissent finalement sentir qu'ils participent là, à la réflexion. Donc, je pense que ça met bien l'emphase là, sur le fait que le sondage est bien important à utiliser. Donc, en conclusion, ici, vous allez retrouver un petit résumé là, finalement de ce qu'on a présenté pendant le webinaire d'aujourd'hui. Donc, assurez-vous de faire des recherches.
assurez-vous de tout mettre en place là, pour faire en sorte que vous allez analyser vos résultats facilement, que vous allez pouvoir forer dans vos données, puis pas seulement avoir un portrait global. Puis aussi, bien évidemment, comme je viens de le mentionner, assurez-vous de passer à l'action une fois que vous avez fait ça. Mathieu, est-ce que tu veux nous parler du prochain webinaire ou bien est-ce qu'on prend des questions? Bien, on va peut-être mettre la slide, là. Les gens pourront lire la slide pendant qu'on répond aux questions parce qu'on manque un petit peu de temps. Oui. Donc, on va ouvrir le plancher aux questions. Si vous voulez juste lever la main, parce que dans l'application Teams, vous allez en haut, à côté de la bulle pour le chat, vous avez l'option de lever la main. On va prendre les questions comme ça par le micro. On va aussi... Mais Mathieu, il y en a plein dans le chat. C'est ça, c'est là que je m'en allais. Là. Donc, en attendant, on va commencer par le chat. Puis, je voulais aussi dire à Gauthier, notre collègue à la technique, de ne pas arrêter. On va enregistrer toutes nos réponses aux questions parce que si on manque de temps, si les gens veulent écouter les réponses, bien, vous allez pouvoir les écouter si vous devez partir à 13h. Donc, si ça marche comme ça, on peut commencer avec les questions. Il y en a une que tu avais déjà adressée. Finalement, Claudia, je la pose au cas où tu veux rajouter des choses. Il y avait Christian qui nous disait quelle pratique est suggérée, partager ou non les indices et les taux auprès des employés, si oui, lesquels. Donc, la réponse était pas mal oui. Est-ce que tu nous conseillerais d'en partager certains plus que d'autres? Bien, c'est sûr que si vous partagez des chiffres ou, par exemple, un taux de mobilisation en tant que tel, bien, assurez-vous d'être en mesure d'un peu de mettre du contexte autour de ça puis d'expliquer comment est-ce que vous êtes ce résultat-là en chiffres. Là, par exemple, 80% de mobilisation, comment est-ce que vous l'obtenez? Je pense que l'essentiel, c'est beaucoup plus de démontrer ou finalement de partager quelles conclusions ou qu'est-ce que vous en tirez finalement des résultats que vous avez analysés. Je pense que le plus concret sera le mieux, là, étant donné que c'est ça. Excusez-moi, là, je suis déconcentrée par les questions qui pop, mais c'est ça. Je pense que l'important, c'est de faire au plus concret puis de démontrer là, qu'on ne mettra pas ça dans un tiroir là, puis qu'on va porter action sur ce qu'on peut. Ce que je fais juste attention là, quand on présente les taux de mobilisation, c'est de présenter les résultats de sondages généraux aux employés. Je pense que c'est bien correct. Peut-être faire attention que si on identifie une division qui est beaucoup moins mobilisée qu'un autre, bien, pas de la mettre nécessairement sur le spotlight. Là. Donc, de faire peut-être attention quand on présente les résultats, mais les taux de mobilisation, les taux de participation devraient être présentés. Seulement dans les indices que j'ai présentés cependant, l'indice de qualité du management, ça, il faut faire attention. OK? Ça, il faut faire vraiment attention. Ça prend des entreprises matures, je dirais, au niveau organisationnel pour utiliser un tel indice et de le partager avec leurs gestionnaires. OK? Fait que ça, je fais un petit bémol là-dessus. Il y a Sonia qui demande que penses-tu du ENPS? Est-ce que ça peut être biaisé selon la culture d'origine? Certainement. Tout sondage peut être biaisé de toute façon sur la culture d'origine. Là, Claudia, je pense que tu peux compléter. Les sondages utilisés, en tout cas, ceux qu'on utilise ici, sont beaucoup très nord-américains. Donc, vraiment pour la culture nord-américaine. Fait que ça, il faut vraiment faire attention. Puis là, moi, je trouve que là, je m'en vais sur un terrain glissant. Écoute, probablement que ce n'est pas la même affaire si on veut faire un sondage de mobilisation en Asie ou si on veut faire un sondage de mobilisation en Afrique. Là, les cultures sont différentes. Puis là, il faut faire affaire, selon moi, avec des experts. Hein, Claudia, aurais-tu quelque chose à rajouter? Oh oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, André. Là. Puis souvent, on peut prendre exemple, là, par exemple, c'est un exemple qui est classique, évidemment, qu'on ne peut pas généraliser à tout le monde, mais au Québec, les gens sont beaucoup plus enclins à être positifs dans leur réponse, tandis que, par exemple, en France, les gens sont généralement un peu plus directs. C'est tout un genre de choses qui peuvent arriver puis qui peuvent faire en sorte que les réponses vont varier. Après ça, bon, bien évidemment, la personnalité de la personne, etc., mais il faut le prendre en compte. Là. Donc, Sonia, justement, que tu as une question, tu as levé la main. Est-ce que tu voulais activer ton micro et ta caméra, Sonia? Oui, hop, caméra. Voilà. Bonjour tout le monde. Est-ce que le sondage qui mesure le INPS vient directement de notre maison mère à Londres et donc on leur dit attention, considérant que c'est justement un sondage global, international, peut-être que
INPS fonctionne pas très bien, on est peut-être mieux de mettre l'échelle avant pour expliquer. Donc de 0 à 6, c'est que vous êtes passif, 7, 8, 1, puis 9, 10, c'est que vous êtes positif ou promoteur. Et ils veulent pas. Ils disent que non, si on fait ça, ça biaise la réponse aussi. Ouais. Donc, vous aviez vu, vous, des compagnies dans lesquelles ils montraient finalement l'échelle pour s'assurer que tout le monde avait la même échelle? Non, non, honnêtement, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu des endroits où ils expliquent vraiment l'échelle, qui dit 0,6, tu es un détracteur, là. Je ne l'ai pas vu. Je pense, moi aussi, que ça biaiserait, là. Ouais. Mais, tu sais, regarde, là, ça, c'est... Claudette, as-tu une idée, toi, là-dessus? As-tu une opinion? Ben c'est ça, c'est mon opinion, là, mon pif, si on veut, mais je pense aussi que ça biaiserait parce que, justement, de ne pas connaître cette échelle-là, quelqu'un qui répond 6 va peut-être se sentir, justement, tu sais, que c'est positif, mais au contraire, c'est plutôt les gens qui vont répondre 6 ou moins, on observe plutôt des comportements détracteurs, comme on les appelle, là. Fait que je pense que ça fausserait, justement, C'est pour la ça, mesure. je pense qu'il ne faut pas juste utiliser le INPS. Il ne faut pas juste utiliser cette mesure-là. Il faut faire attention. Moi, je pense que c'est une super mesure, là, mais faut l'utiliser avec autre chose aussi. Là. Si on utilise rien que ça, je ne pense pas qu'on peut se tirer de grandes conclusions. Oui. Ouais. Merci. Merci, Est-ce que je pourrais partager un commentaire à ce sujet, par contre? Oui. Oui, bonjour, mon nom est Michael. Si on définit par la suite, lors de l'analyse, la cote qui on détermine, bon, les passifs, les promoteurs, et ainsi de suite, bien, pourquoi ne pas la définir avant, justement, pour que la compréhension de l'échelle soit pareille pour tout le monde? C'est une bonne question, Michael. Là. C'est rien que, tu sais, moi, je l'ai déjà vécu, là, puis j'avais demandé à un de mes clients comment, puis là, je fais ça très, très, très ouvert, là. Comment notre application, là, tu la recommanderais aux autres? Elle m'avait dit 7. J'avais dit, ah, c'est pas si pire, 7. Elle dit, André, le Net Promoter Score, là, pense-y. J'avais dit, oh non, t'es neutre. Tu sais, mais moi, dans ma tête, 7. Tu sais, je suis pas, moi, je suis pas psychologue, là, puis je suis pas, faudrait voir. Moi, je pense que le Net Promoter Score, c'est quelque chose qui peut nous enligner sur autre chose. Il ne faut pas que ça soit seulement utiliser ça. Je pense qu'il faut faire aussi, c'est vraiment analyser. Des 0,6, j'en ai combien? Des 7,8, j'en ai combien? Puis des 9,10. Puis se dire au prochain, il faut que j'aie des 7,8 qui se sont rendus 9,10, puis j'aie moins de 0,6. Puis c'est certain, quelqu'un qui répond 0, puis quelqu'un qui répond 6, c'est pas la même affaire. Là. Quand quelqu'un répond 0, là, c'est 0. Là. Tandis que quelqu'un répond 6, il peut. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, là, je ne peux pas aller plus loin que ça. Là. Peut-être qu'on pourrait l'expliquer puis voir comment les gens répondent. Peut-être. Mais je ne l'ai jamais vu faire. Là. Ça a jamais été. Je ne l'ai jamais vu là, que c'était expliqué avant. On dit rien que 0, c'est pas bon, puis 10, c'est bon. Oui, c'est ça. On dit rien que c'est 0, c'est pas bon, 10, c'est bon. Fait que... Merci pour la réponse. Merci, Michael. Il y a Anne-Renée aussi qui a la main levée. Oui, mais c'est toujours concernant le même sujet. Nous, on vient tout juste, on est en train, en fait, de faire un sondage de mobilisation, fait qu'on aurait dû avoir le même webinaire quelques semaines avant. Mais on a cette question, seriez-vous prêt à recommander votre organisation? Par contre, l'échelle est de 1 à 5. Donc, est-ce qu'on peut quand même... je vois ta face, là, c'est peut-être pas... C'est ce que je pouvais faire. Tu sais, je viens de faire le calcul en utilisant, mettons, de 1 à 3 étant les détracteurs, 4 étant passifs, 5 étant promoteurs. Oui, c'est ça qu'on pourrait faire pour se rattraper, mais la mesure, c'est vraiment une mesure qui est pratiquée. Tu sais, c'est une mesure qui vient aussi du marketing, où est-ce qu'on pose la question, peut-être que vous l'avez déjà reçue, là, aux clients. Donc, est-ce que vous recommanderiez notre service, notre produit, etc., etc. C'est vraiment une mesure qui est établie et qui doit être posée avec cette échelle-là de 0 à 10. Même le 0 est important. C'est pas de 1 à 10, c'est de 0 à 10.
Ouais. OK, mais merci. Sinon, on avait une question concernant si notre présentation était disponible en anglais. Il y avait des likes aussi. Donc, c'est pas la première fois qu'on nous pose la question. Cette présentation-là n'est pas disponible en anglais. Ceci étant dit, s'il y a des besoins d'accompagnement de formation, il y a des fois, il y a moyen de s'organiser. On a des choses en anglais. Donc, je peux. Vas-y, André, je pense qu'il y a quelque chose à dire. Non, je veux rien dire. Je voulais rien dire. Non. Je pourrais communiquer avec vous là, pour plus d'informations, il n'y a pas de problème. Sinon, il y en avait un qui demandait, ici c'est Laura, qui nous demandait, que pensez-vous d'ajouter le choix de réponse, préfère ne pas répondre à chacune des questions sociodémographiques? Sociodémographique, oui. Ben oui, Ouais. vous pouvez le faire, là, puis vous allez en retirer probablement plus au niveau de la réalité des réponses, là, dans la vérité des réponses, mais vous allez perdre au niveau de l'analyse que vous allez pouvoir faire. Fait que c'est un compromis à faire, là, parce que si on n'a plus de sociodémo, on n'est plus capable ensuite d'analyser les résultats par tranche d'âge, par groupe d'emploi, etc. Là. Fait que c'est comme un compromis à faire. C'est pour ça que si on peut éviter les questions sociodémographiques, puis qu'ils soient, comme on le fait chez Syntel, qu'on l'offre via notre outil d'analytique et que les gens n'ont pas à se soucier de ça, c'est winner. Là, hein. Mais oui, puis même à des questions de mobilisation, nous, on a des clients qui mettent que tu offres le choix de ne pas répondre, là, de dire voyons, ne s'applique pas. Là. Cependant, si tu as beaucoup de gens qui répondent tu as beaucoup de ne s'applique pas, ben là, tu as un problème avec ton sondage. Fait qu'il faut voir, là, ton sondage, il ne reflétait pas la réalité là, de ton bassin de répondants. Là. Puis là, je vois que vous avez la main levée, Laura. Donc, avez-vous un suivi par rapport à ça? En fait, non, j'avais une autre question. C'était par rapport, en fait, au taux qui était aggloméré, en fait. On va mettre. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je vois qu'on se rapproche. Oui, OK, parfait. En fait, je me demandais la pertinence aussi. Il y a des barèmes des fois. Par exemple, là, je vais simplifier les indices que vous aviez présentés, mais par exemple, pour le taux de leadership, il y avait le taux de promotion et le taux de satisfaction. Ouais. Donc, si par exemple, j'ai 20% de taux de promotion à l'intérieur de mon équipe et 90% de satisfaction, donc je les additionne, je fais une moyenne, j'arrive à 55%. Oui. Comment j'analyse ça? Comment je mets ça en relation pour interpréter? Est-ce qu'on ne perd pas un peu des fois de nuances? Aussi, plus qu'on met d'indices, plus qu'on va tendre vers la moyenne? C'est sûr, ça c'est sûr. Il ne faut pas qu'il y ait 10 indices, là, souvent. Puis chez vous, peut-être, parce qu'il y a des organisations, puis là, ça c'était vrai avant, il y a quelques années, que le roulement n'est pas problématique, mais c'est plutôt la présence au travail qui est problématique. Fait qu'on va utiliser plutôt un indicateur qu'un autre, c'est selon la réalité de l'organisation. Tu as entièrement raison quand tu dis que le taux de promotion, il ne peut pas être à 90% dans votre organisation. C'est impossible. Là. Il y a quand même une limite au taux de promotion. S'il est à 20, c'est déjà très bon. Fait que ça, soit qu'on vit avec le fait que notre indice va être plus autour du 55, puis c'est normal parce que 20 ne peut pas être 90, ou soit qu'on prend notre taux de promotion et là, on essaie de le ramener sur le même échelle. Puis là, quand je dis échelle, c'est d'y appliquer un facteur qui fait en sorte qu'il devient dans le même échelle que tes autres taux. Mais je serais moins portée à faire ça. C'est que je vais vivre avec un indice qui est 55, puis ce qui est important, c'est de comparer cet indice-là dans le temps, puis de la comparer aussi entre nos différents départements, par exemple. Donc, on pourrait avoir un indice qui est l'indice global de l'organisation et faire ressortir les départements où il y a des divergences de notre indice global, surtout en bas, là, je te dirais. Puis là, d'aller creuser dans c'est de même que je ferais les analyses. Là.
Mais est-ce que ça ne devient pas plus pertinent de garder ces indices-là séparés? Ah, on peut les garder Comme on peut aussi comparer avec le reste en fait, du milieu du secteur. C'est juste de comprendre, dans le fond, c'est quoi l'avantage de faire l'indice aggloméré que pour moi était peut-être un peu moins clair. OK. Non, non, ça ne veut pas dire que là, ton taux de promotion, tu ne l'analyses plus tout seul puis qu'il n'existe plus tout seul. C'est rien que d'avoir un indice qui vient prendre plusieurs leviers dans ton organisation pour en faire un super indice. Mais ensuite, ton super indice, il faut que tu sois capable de le décortiquer, puis d'aller voir chacun, puis d'analyser chacun. C'est plus que le fait de mettre ensemble ça fait en sorte que tu as davantage d'informations dans un même indicateur, là. Ça veut dire que si tes promotions sont basses, ta mobilité est basse, ton roulement est élevé, ta rétention est basse, bien là, ton indice va baisser encore plus que si tu avais une rétention élevée puis une promotion élevée. Tu sais, il ne faut pas avoir juste cet indicateur-là. Cet indicateur-là est comme un indicateur qui permet de suivre des grandes tendances, mais ensuite, il faut pouvoir analyser le reste. C'est pas clair, hein? J'ai l'impression, je te vois la face, là. J'ai l'impression que c'est pas clair, là. Je comprends que c'est pour avoir un aperçu rapide, mais dans les faits, on analyse quand même dans les détails, donc c'est plus là l'avantage pour moi, effectivement, qui est peut-être un petit peu moins clair. Aussi, considérant que chacun des indices n'a pas le même poids non plus, mais je vais laisser la chance à d'autres de poser des questions. Bonne journée, merci Laura. Il y a Patricia qui a la main levée aussi. Est-ce qu'elle est toujours avec nous? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Moi, j'ai une question. On a parlé beaucoup d'échelle, de comment que le monde perçoit. Selon moi, ce sondage-là, on vient beaucoup avec justement le graphe des graphiques, c'est du quantitatif. Mais moi, en tant qu'RH, je sonde beaucoup mes employés, plus verbalement, je me dis, tant qu'à les sonder, c'est intéressant de savoir quoi faire avec leurs réponses. Fait que moi, je voudrais savoir, si admettons que je m'en irais avec une question du genre, recommanderiez-vous à votre entourage de travailler chez Matériaux Beaumat? Ma réponse, c'est oui ou non. Et deux sous-questions dans le si oui, pourquoi, puis une liste de choses, exemple flexibilité, conditions salariales, défis au travail, et sinon, pourquoi, un peu la même chose. Je sais que là, je m'en vais beaucoup dans le dans le qualitatif, mais il faut être capable de savoir quelle action porter pour justement venir modifier au prochain sondage là, la réponse de cette question-là. Ça, vous n'avez peu parlé. Mais c'est un bon point, là. Ça exclut pas que dans votre sondage, effectivement, vous pouvez inclure des questions qui ne seront pas sur une échelle ou qui vont offrir un choix de réponse. Originalement, dans ma présentation, d'ailleurs, je voulais parler justement peut-être des commentaires, comment on peut les recueillir. La seule chose, selon moi, auquel il faut faire attention, dans votre exemple à vous, c'est que il peut y avoir plusieurs choses à lister. Comme on pose la question, c'est quoi la raison principale, mais qu'on donne des choix, des fois, le choix ne peut peut-être ne pas se retrouver pour le répondant. Fait il y a toujours comme une partie qui est un peu plus difficile, là, où est-ce que, selon moi, il y a un peu comme d'essai-erreur là-dedans. Si on veut y aller avec la possibilité de laisser des commentaires, bien là, selon moi, on peut le faire, puis c'est pertinent. Par contre, il faut s'attendre à ce qu'il faut les lire, là, ces commentaires-là. Quand on a 100 employés, ça se fait bien de lire 100 commentaires si tout le monde répond. Mais quand on en a 2000, bien là, il faut penser là, que ça peut être assez fastidieux, là. Fait que moi, ce que je pense, c'est que c'est bon aussi de bien planifier ce genre de questions-là, essayer d'ouvrir la porte à la liberté de donner des commentaires ou de répondre à des questions plus qualitatives, mais s'assurer qu'on va peut-être un peu plus circonscrire là, la zone là, sur laquelle on va avoir des commentaires. Tu sais, par exemple, au lieu de dire « laissez-nous vos commentaires », bien, on peut dire justement « nommez-moi la raison principale qui fait je ne me rappelle plus du nom de votre entreprise, hein, mais qui fait de notre organisation une organisation où je veux rester travailler. » Bon, c'est peut-être pas la meilleure question de la planète, mais vous voyez le genre, là. Donc, on essaie de donner vraiment un sujet précis de réponse. Puis, effectivement, là, ça va vous donner de
de la super bonne information. Puis vous allez pouvoir aussi là, faire des liens avec d'autres énoncés que vous allez inclure dans votre sondage. Fait qu'effectivement, ce n'est pas du tout exclu. Par contre, ben là, c'est ça, tu sais, des fois, pour aller jumeler ces résultats-là avec d'autres indicateurs, ben, des fois, ça peut être un peu plus difficile. C'est pour ça qu'on met beaucoup l'emphase là, sur la possibilité un peu de quantifier, si on veut, après ça, les réponses en taux de mobilisation ou en différents indicateurs. Mais un n'exclut pas l'autre. Parfait, merci. Merci, Patricia. Il y a Marie-Lise qui nous demandait, concernant le Net Promoter Score, pourrions-nous qualifier les cotes de l'échelle en termes comportementaux? Je ne suis pas sûre de comprendre. Ben, au lieu de mettre 0, dire je ne recommanderais pas pantoute. C'est ça qu'elle veut dire. Est-ce que Marie-Lise, êtes-vous toujours avec nous? Oui, elle est là. OK, allez-y. Oui, bien c'est ça, c'est parce que les termes utilisés, les 3 libellés, là, peuvent avoir une connotation quand même péjorative. Donc, si on pouvait formuler les cotes de façon plus neutre en termes comportementaux, qui décrirait un peu, c'est ça, les différents niveaux d'échelle. Probablement, mais je reviens à ce que Claudia a dit. Le Net Promoter Score, là, nous vient du marketing. Ça existe depuis je ne sais pas combien d'années. L'échelle est 0 à 10 et c'est comme ça que c'est fait. Et c'est comme ça ce qui permet de pouvoir benchmarker 2 entreprises, 3 entreprises, 4 entreprises entre elles. Donc, faudrait, si cette entreprise-là utilise 0 à 10, puis toi, tu utilises une échelle, qui est plus liée avec les comportements, bien, on ne pourra plus benchmarker, là. En fait, c'était l'hypothèse si on était capable de qualifier, de décrire les comportements associés à un site, par exemple. Oui. Genre, je ne me pas, je suis critique. Les termes utilisés, détracteurs, il n'y a pas grand monde qui voudrait qui voudrait être un détracteur. Non, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. On ne veut pas être un détracteur, là. Même, je ne veux pas être neutre, moi. Bon, mais bon, non, tu as raison, tu sais. Mais il faut faire attention, tu sais, avec le INPS, là. Moi, je trouve que c'est une question qui dépanne, OK? Puis, on dit souvent aux organisations, là, souvent, une organisation va dire, bien, hey, je ne suis pas capable d'avoir un budget pour faire un sondage de mobilisation. Bien, on leur dit, gars, pose une question, regarde ce que ça a l'air. Si tu te ramasses avec un INPS de 50, c'est pas si pire, mais si tu te ramasses à moins 20, ben, tu peux peut-être dire à tes patrons, ben, regarde, il faut aller creuser, on a besoin d'un sondage de mobilisation. Donc, ça peut peut-être être un outil qui t'aide à aller chercher du budget pour vraiment avoir un vrai portrait. Parce qu'avec le INPS, là, tu sais, c'est limité ce que tu peux dériver de ça, là. Mais tu sais, c'est pas mauvais, c'est correct de l'avoir, là. Mais tu sais, c'est limité. C'est un indicateur parmi les autres. C'est ça. C'est bon. Peut-être, je profiterai, je ne sais pas si je peux poser une question. Ben, vous n'avez pas parlé de survey feedback, mais tu sais, dans des groupes de discussion, vous en avez peu parlé, là, parce que les énoncés sont souvent très génériques, puis la réalité qui est associée, tu sais, aux besoins ou aux problématiques, ça peut varier d'un milieu à l'autre. C'est animer des rencontres de survey feedback lors de la présentation des résultats. Oui, bien, je l'ai mentionné un petit peu dans ma conclusion. Là. Je ne voulais pas... on n'avait pas beaucoup de temps. Mais effectivement, là, moi, je pense que comme je le disais, le sondage, ça ne remplace pas une rencontre en personne ou une discussion en personne. Là. Fait que si vous sentez que les employés, soit qu'eux ont le besoin d'élaborer plus sur les thèmes que vous avez abordés dans votre sondage, ou au contraire que vous trouvez que ce n'est pas concluant, vous avez encore des questions, vous avez besoin de creuser, bien évidemment, là, offrez-le, puis organisez-le. Ceux qui sont à l'aise de venir discuter là, des thèmes que vous avez abordés, ils vont le faire, puis vous allez avoir votre information. Il n'y a pas une sorte de prise de mesure qui est meilleure que les autres. Là. C'est vraiment de s'assurer qu'on utilise différents outils pour avoir différentes perspectives. Là. Ça peut être aussi un levier pour élaborer un plan d'action, aller chercher des pistes de solutions nommées par les employés.
C'est ça. Si vous avez identifié des sources d'insatisfaction, mais vous n'êtes pas certain qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à ça, bien effectivement, là, les employés, s'ils ont des idées, ouvrez-leur la porte pour vous les communiquer, puis vous, c'est complémentaire, c'est certain. Ouais. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci, ça fait plaisir. Merci, bonne journée. Rapidement, parce que là, le temps avance, il va falloir mettre une fin à tout ça aussi éventuellement. Vous parlez d'aller chercher des énoncés déjà existants pour notre sondage. Avez-vous des liens à nous communiquer? Puis là, peut-être une réponse plus générale, pas nécessairement des ressources là. Oui, c'est ça. Là. Hey, je ne pourrais pas vous sortir les noms des articles ou des livres que j'ai utilisés, mais il y en a un qui me vient en tête, entre autres. Là, il y a une série de livres qui s'appelle Perfect Phrases for. Puis là, je pense qu'il y a une ou deux éditions sondage. Donc, c'est des livres qui font un peu là, une liste d'énoncés qui ont été qui proviennent soit de la littérature, soit de l'auteur là, qui est spécialisé là, dans les sondages. Là. Fait que, faites un peu de recherche. Là. Moi, j'ai trouvé beaucoup de choses là, assez facilement. C'est sûr que là, si vous avez un thème très spécifique, ça se peut que ce soit un peu plus difficile. Là. Mais des énoncés de sondage, c'est pas une phrase n'est pas copyright. Là. Donc, c'est ça. Il y a toutes sortes de ressources. Il y avait justement une question là, sur comment on gère les copyrights. C'est certain qu'il ne faut pas copier le sondage il existe des copyrights sur les sondages. Oui, sur un sondage. Sur le sondage avec les thèmes, puis toutes les questions, puis comment c'est phrasé, etc. Il existe des copyrights là-dessus. Puis là, on ne dit pas d'aller prendre ça puis copier ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des phrases que tu peux, je ne pense pas, mais on pourrait être surpris que tu peux avoir un copyright sur une phrase, là, sur un énoncé. Aimez-vous votre emploi? Là, je veux dire, regarde, là, tout le monde a posé cette question-là. Fait que il faut faire attention. Là. Oui, il y a des copyrights sur les sondages, donc assurez-vous, parce que ça, aux États-Unis surtout, là, assurez-vous d'utiliser des sondages, de payer pour le sondage ou d'utiliser que ça soit gratuit. Là. Il y a Paul qui nous pose une question, là, j'ai perdu le contexte, je ne sais pas si on est capable d'y répondre. Un lien personnalisé peut constituer un enjeu de confidentialité, point d'interrogation. Ouais. Elle est là, Paul. C'est parfait. Ça me permet effectivement de mettre en contexte ma petite question. Bonjour Claudia. Bonjour. Ça va bien? Oui. Dans le fond, nous, à la STM, ça pose vraiment un enjeu d'avoir des liens personnalisés. L'aspect les gens craignent, notamment on a des groupes d'emploi, certains groupes d'emploi qui craignent effectivement par là d'être identifiés. Fait que c'est une question, puis en même temps, je voulais partager cet enjeu-là qui peut-être être un enjeu pour d'autres organisations, peut-être que d'autres organisations le vivent aussi. Fait que c'est ça, je voulais partager ça puis vous entendre là-dessus. C'est certain que si le sondage est fait à l'interne avec un lien personnalisé, moi aussi, j'aurais peur de pouvoir être identifiée. Mais s'il est fait... Je vais ajouter, si tu me permets, là, ça m'amène peut-être une précision, ce que tu viens de dire, André. Nous, notre façon de faire, c'est qu'on bâtit notre questionnaire, mais l'administration est faite par une firme externe toutefois. Donc, le lien, c'est sûr que là, les gens, ce n'est pas un lien qu'ils peuvent reconnaître STM, mais mis à part ça, même si on s'arrangerait avec le fournisseur pour avoir des liens personnalisés qui viendraient du fournisseur, ben ça constituerait, parce qu'on l'a déjà, pas qu'on l'a déjà testé, mais on a déjà recueilli le pouls de certains de nos employés. On a fait un échantillonnage là-dessus, puis notamment nos partenaires syndicaux étaient un petit peu frileux là-dessus. Fait que même si ça venait de l'externe, la peur d'être identifié. Fait que c'est même pas un lien STM à ce moment-là. OK. Mais c'est sûr que quand on met syndicat, là, quand tu as dit syndicat, j'ai fait OK. Quand on met syndicat dans une phrase, ben, c'est certain qu'on n'a plus les mêmes libertés qu'on aurait dans une entreprise non syndiquée. Il faut juste que quand parce qu'on l'a vu souvent, là, nous, l'invitation de sondage décrit bien que
c'est fait à l'externe. Personne de l'organisation va voir qui a répondu quoi. Il faut vraiment rassurer les gens. Mais c'est certain qu'il va rester tout le temps des gens qui sont, qui sont frileux, là. Mais je peux pas nous, on l'a pas vécu là, dans nos clients, là. Au contraire, là, les taux de participation sont élevés, les gens sont contents que ça soit fait de l'externe. Certains de nos clients aimeraient pouvoir avoir la donnée non agrégée parce qu'ils veulent faire des analyses, mais nous, on ne le permet pas. On leur dit, écoute, si tu veux faire ça, tu l'écris dans ton sondage. Tu l'écris. L'équipe analytique RH va être en mesure d'analyser chacune des réponses, mais dans un contexte bien spécial. On veut que ça soit écrit parce que nous, on a comme, pour notre outil de sondage, on dit que l'anonymité, en tout cas, la confidentialité, l'anonymat, merci, c'est primordial. Là. C'est primordial. Oui. Mais tu sais, j'ai pas. Les autres, je ne sais pas si les autres organisations dont tu fais référence sans les nommer, est-ce que c'est des entreprises syndiquées ou non? Tout dépendamment quelle catégorie. Non, et c'est ça. Et c'est des. Je te dirais, c'est des c'est voyons, je veux pas dire une niaiserie parce que j'ai souvent le don de le faire. Là. Mais c'est des emplois avec un haut taux d'instruction, si on veut. C'est plus des emplois style professionnel. Oui, c'est plus des professionnels que des cadres professionnels. Oui. Oui. Nous, on a un peu de tout. Oui, c'est ça. C'est ça. OK, super. Ben, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Paul. Bonne journée. Peut-être une dernière question qui est plus pour toi, André. Là, on tombe dans le technique, c'est pour ça que j'ai gardé en dernier. Je ne sais pas si Bernard est toujours là. C'est comment définissez-vous le taux de mobilisation? Ah, on prend les échelles de sondage. On prend l'échelle. Bon, les personnes ont répondu 5, on additionne tout ça, puis on fait une moyenne. Là, ça se calcule habituellement automatiquement. Là. Peut-être que ça va avec le fournisseur de sondage aussi, là, qui peut peut-être avoir une méthode différente, peut-être qu'il peut mettre sur des énoncés particuliers plus de poids, peut-être, là. Mais habituellement, c'est assez straightforward. Là, tu prends ton échelle, puis le nombre de 3, ça te donne 3 points, puis le nombre de 5, ça te donne 5 points, puis si tu ramènes ça sur 100 pour obtenir un taux de mobilisation là, sur 100. Oui, hein? Oui, c'est ça. La façon la plus simple de le faire, c'est ça. Après ça, comme tu dis, effectivement, André, on pourrait choisir de mettre plus ou moins de pondération sur certains énoncés. Oui, il n'y a pas une bonne formule. Il n'y a pas une. Calculer le taux de mobilisation. Bon, parfait. Merci beaucoup. Alors, j'espère, ça se peut qu'on a manqué des questions à travers tous les commentaires qu'on a eus. Merci à tout le monde d'avoir participé. Si vous avez des questions, vous ne gênez pas, vous nous contactez. Vous allez avoir le courriel du sondage là, qui va arriver dans votre boîte à courriel très bientôt. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer sur répondre si vous avez d'autres questions, des commentaires, quoi que ce soit. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Fait que sur ce, je vous souhaite une super bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.